Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous salue au nom de toute ma délégation et mon épouse ainsi qu'en mon nom personnel. Je vous remercie, avant toute chose en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez mobilisés autant et que vous ayez manifesté ce soutien envers ma personne. C'est la preuve que ce que je fais pour vous, que je rends comme service à la nation, votre pays, c'est la preuve que vous le soutenez. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de continuer à me soutenir, parce que c'est ça qui me rend fort. Fort face à tous les défis que nous avons et que vous connaissez. À commencer bien entendu par le défi sécuritaire. Comme vous le savez, nous oppose à un de nos voisins belliqueux depuis 2022, mais en réalité depuis plus longtemps. Mais c'est depuis 2022 qu'il a vraiment manifesté ses réelles intentions, qui ont été depuis près de 30 ans de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo afin qu'il n'y ait pas du tout d'autorité de l'État dans cette partie du pays pour lui permettre à ce voisin donc de continuer à piller tranquillement et à développer son économie. Et comme vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Nous avons fait non seulement que de dénoncer ces abus, mais nous avons également résisté face à ces exactions continues de la part de ce voisin. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela, mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Car comme vous le savez, c'est depuis le génocide rwandais que le mal s'est invité chez nous. La communauté internationale avait demandé à ce que le Zaïre de l'époque ouvre ses frontières à ce peuple meurtri et à ces populations qui fouillaient le génocide.
Mais malheureusement, en ouvrant nos portes, nous avons introduit ce qui va donner un prétexte plus tard à ce pays voisin, les génocidaires, et qui ont fait l'objet évidemment de poursuites, comme vous le savez. Et ces poursuites sont devenues aujourd'hui un prétexte pour 30 ans après, figurez-vous. Donc on continue à penser que ces gens qui ont 30 ans de plus que ceux qu'ils avaient à l'époque, donc ils doivent tourner autour de 60 ans, voire 70 ans pour certains même, si pas 80, constituent toujours une menace, soi-disant, pour ce voisin. Vous comprenez donc que ce n'est qu'un prétexte qu'on a brandi pendant longtemps pour justifier les infiltrations dans notre pays, la déstabilisation de l'Est. Prétexte parce qu'en réalité, derrière tout cela, ce sont les pillages de nos ressources naturelles, nos ressources agricoles. C'est ça qu'il y avait en toile de fond, qui était la vraie raison de ce discours mensonger. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar et les chefs d'État angolais et togolais aujourd'hui, et l'ancien président de la République du Kenya, qui sont des hommes qui ont vraiment, qui se sont mis à la tâche, qui se sont coupés en quatre pour aider la République démocratique du Congo à sortir de cet enfer, car c'est vraiment un enfer que nous avons vécu. Et donc je disais que vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix cet accord de paix qui, j'espère, va vraiment, comme je vous l'ai dit, ramener la vraie paix, la paix véritable dans notre pays. Parce qu'ici, depuis tout ce qu'on vous a dit, ce n'était que de l'habillage. Chaque fois qu'il y avait des accords de paix, vous avez suivi, il y avait en même temps mixage, brassage. C'était là l'occasion d'infiltrer des éléments étrangers dans notre armée pour que quelques années plus tard, le cycle recommence évidemment. Voilà pourquoi, durant tous ces accords qu'il y a eu, enfin toutes ces discussions, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'accord, toutes ces discussions que nous avons eues à Washington ou à Doha, pour nous, la ligne rouge, c'était d'accéder à la demande de ces belligérants-là d'accepter toute idée de mixage et de brassage. C'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Et nous avons dit que s'il y a des Congolais parmi eux, eh bien, ils seront checkés. On va checker leurs origines, mais également leur comportement. Donc, il est hors de question d'accepter, même si ce sont des Congolais, des belligérants qui auront versé le sang de nos compatriotes. Donc tout cela sera checké et il n'est plus question de faire de brassage et de mixage avec ces bandits. Oui, oui. Alors
C'est la même chose aussi pour ce que vous avez entendu par rapport à l'accord sur une intégration régionale. Donc, c'est ce que... je veux dire, il n'y a rien de nouveau là. C'est ce que j'avais proposé lorsque je suis devenu président en 2019. J'avais fait de mes voisins ma première destination à l'extérieur, si vous vous souvenez. Mes premiers voyages à l'étranger, c'était dans la région, parce que je voulais rencontrer ces pays voisins pour leur proposer de vivre en paix à travers la mise en œuvre de politiques régionales, commerciales, économiques, qui vont nous amener à nous développer ensemble et à faire le bonheur de nos populations respectives. Malheureusement, bon, il y en avait qui étaient très mal intentionnés et qui, comme vous le savez, nous ont poignardés dans le dos depuis 2022. Mais, qu'à cela ne tienne, mon idée reste la même, parce que je suis panafricaniste avant tout. Je ne peux pas imaginer le développement de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, sans imaginer aussi en même temps celui de l'Afrique. Je ne peux pas souhaiter le bonheur du peuple congolais sans souhaiter également le bonheur de tous les Africains. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, pour moi, si elle a été autant bénie par le Seigneur, le Créateur, c'est pour aussi que son bonheur rejaillisse sur les autres peuples d'Afrique. Malheureusement, nous avons ce que nous avons comme voisins. Heureusement, j'allais dire que ce n'est qu'instantané, il n'est pas éternel. Un jour viendra où cette Afrique dont je rêve, cette belle Afrique, cette Afrique vainqueur, conquérante, cette Afrique naîtra, elle verra le jour. J'en suis convaincu. C'est pourquoi nous y travaillons. Et donc pour revenir à cet accord sur l'intégration régionale, je disais qu'elle n'aura lieu avec le Rwanda seulement, parce qu'il y a d'autres pays à côté. Elle ne prendra compte du Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais, il nous aura laissé en paix et que la confiance entre nous sera reconstruite. Parce que vous vous imaginez bien, on ne fait pas de commerce avec quelqu'un dont on se méfie, en qui on n'a pas confiance. Ça ne peut pas exister. Donc ne vous laissez pas entraîner par les effets d'annonce. Cet accord, certes, il existe et il sera signé, mais vous verrez que, quelque part, nous avons tenu à ce que ça figure dans l'accord. Tout cela entrera en compte que si et seulement si la paix est réellement vécue entre nos deux pays, et la confiance aussi. Donc, nous avançons donc dans ce sens pour montrer que nous sommes pour la paix, parce que nous ne pensons pas que le développement peut se faire en dehors de la paix. La paix est d'abord le critère principal. Il faut vivre en paix pour ensuite penser investissement et développement. Donc ça, c'est indiscutable. Alors, à côté de ça, merci pour la confiance que vous me faites aussi par rapport à ce que nous essayons de faire dans notre pays pour ramener évidemment le Congo et les Congolais au niveau qu'ils méritent. J'ai hérité d'un pays qui était exsangue, un pays qui, je ne vous le cache pas, vous le savez, qui était dans des situations plus que désespérées,
Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, en relevant vraiment la tête, en vous regardant dans les yeux, que le Congo est en train de regagner sa dignité et son respect international. Hier, alors que personne ne voulait nous rencontrer, aujourd'hui, nous sommes invités à tous les grands rendez-vous du monde. Et par rapport à notre peuple, nous essayons aussi de lui rendre cette dignité qu'on lui a volée depuis des décennies. Aujourd'hui, les enfants congolais peuvent retourner à l'école, quelle que soit la situation sociale de leurs parents. Vous savez qu'avec la mesure de la gratuité de l'enseignement, nous avons été victimes du succès de cette décision. Il y a plus de 5 millions d'enfants qui ont regagné le parcours scolaire. Les écoles n'arrivent même plus à contenir, les classes n'en parlons même pas, à contenir ce flot d'enfants revenus dans le parcours scolaire. Mais parce que, justement, c'est ça notre volonté. Et en même temps, à côté de cela, nous construisons des écoles. Nous essayons le plus possible. Le rythme est peut-être plus lent que le flux lui-même du retour, mais c'est ça les défis auxquels nous sommes confrontés, que nous devons absolument relever. Nous construisons des écoles le plus possible, en tout cas, pour que nos enfants puissent avoir l'éducation. C'est la seule manière, pour moi, de nous mettre à l'abri, désormais, de toutes les aventures qui nous ont désaxés, qui nous ont désorientés de notre destin. Il faut éduquer notre population, préparer notre jeunesse aux défis à venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous y attaquons, parce que le plus important, c'est de commencer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé avec la gratuité au niveau fondamental. Je suis en train de me battre avec le gouvernement pour que, très bientôt, en tout cas avant la fin de mon second mandat ici, que nous entamions la gratuité au niveau secondaire. Je suis engagé dans un programme pour que, au niveau universitaire et supérieur, nous ayons des établissements adéquats aux standards internationaux et capables d'absorber toute cette crème qui viendrait des secondaires pour les orienter. Bien entendu, il n'y a pas que les études universitaires et supérieures, il y a aussi les études professionnelles. Nous sommes en train, grâce à l'excellent ministre de la formation professionnelle que nous avons, en train de développer de ce côté-là aussi une politique et des infrastructures. Ça suit. Donc l'essentiel, évidemment, c'est d'encadrer cette jeunesse pour qu'elle soit formée et aguerrie afin de prendre en charge le Congo de demain. Parce que notre pays est au centre de beaucoup d'intérêts. J'ai parlé ici des pillages dont nous sommes victimes. C'est justement à cause de nos richesses, de ces richesses que nous avons. Mais nous avons aussi près de 80 millions d'hectares de terres arables. Et aujourd'hui, on parle de famine dans le monde. Donc vous vous imaginez, nous n'avons même pas développé plus de 10%, cultivé sur plus de 10% de ces terres arables. Donc regardez un peu la marge de progression que nous avons par rapport à cette famine qu'il y a dans le monde. Nous avons près de 52% des eaux douces d'Afrique, près de 10% des eaux douces du monde. C'est énorme aujourd'hui où la déforestation, la désertification plutôt est en train d'avancer en Afrique. Donc nous avons des solutions à tous ces problèmes. Il y a le bassin forestier dont nous possédons, le bassin du Congo dont nous possédons au moins les 60%, qui nous aide à être le poumon de la planète, un des poumons.
à côté de l'Amazonie et de l'Indonésie. Donc, vous voyez que c'est un pays solution, qui a des solutions aux problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. Et si nous n'avons pas une population qui est préparée à gérer tout ça, à la fois la pression, mais aussi les biens précieux que nous avons, ben, nous courons à notre perte, si pas à notre balkanisation. Donc nous devons vraiment nous préparer à ça et préparer notre jeunesse face à ces défis. Voilà pourquoi dernièrement j'ai lancé cette initiative qui s'est très très bien déroulée grâce à la participation, enfin à la gestion plutôt des ministres concernés, celui des PME, celui du travail, celle de la jeunesse, celle du genre, enfin ils ont très très bien travaillé, ils nous ont pondu des assises qui resteront mémorables. C'est la fameuse table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc vous voyez, je mets vraiment un point d'honneur à tout faire pour que notre jeunesse soit le mieux possible encadrée. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme je le disais tout à l'heure, au moins nous avons entamé un travail et ceux qui viendront après moi continueront, je l'espère en tout cas, parce qu'il faut que notre jeunesse, et nous avons, c'est la majeure partie de notre peuple, à plus de 60%, voire 70%, notre peuple est composé de jeunes dont l'âge oscille entre 0 et 35 ans. Donc c'est vraiment là, pour moi, la plus grande richesse que nous avons. C'est une bénédiction d'avoir un peuple aussi jeune. Ça veut dire capable de travailler. Il suffit simplement de lui procurer du travail, de lui donner de la formation et du travail, et le reste suivra. Donc, c'est ce qui me fait dire que l'avenir du Congo, l'avenir de l'Afrique, parce que c'est la même situation aussi ailleurs en Afrique, est radieux. Mais simplement, il faut que nous commencions à y croire, nous, Africains, nous, Congolais. Nous devons y croire. Et je crois que après y avoir cru, il faut entreprendre. Et ce n'est que comme ça que nous aurons des résultats. Parce que nous ne sommes pas moins bons que les autres. J'ai toujours dit ça. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. C'est simplement parce que nous refusons de croire en nous. Nous refusons de nous baser sur nos propres valeurs. Nous complexons pour rien en regardant les autres. Alors que nous sommes capables du meilleur. Je peux vous le dire, moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup de Congolais qui font des merveilles, au Congo même, avant d'en faire aussi ailleurs, mais au Congo. Donc nous sommes capables de faire ce que les autres font et nous devons nous en réjouir. Il faut simplement croire en nous et mettre les moyens plutôt que de les détourner dans des bêtises inutiles, autant mettre les moyens à reconstruire, rebâtir notre pays. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai mis un accent particulier sur la santé, en initiant justement cette politique de la couverture santé universelle, qui est en train de prendre de l'ampleur. Ce ne sera pas facile de le faire du jour au lendemain, vous le savez, donc on procède par étapes. Nous avons commencé par la catégorie mère et enfant. Aujourd'hui au Congo, dans les hôpitaux publics, l'accouchement est gratuit. Maintenant, on prend même en charge les enfants ou les consultations prénatales au moins un mois avant l'accouchement et post-natal ou néonatal après aussi. Donc on suit la mère et l'enfant après un mois gratuitement. Donc ça, d'ailleurs, ça a eu un impact considérable sur le taux de mortalité. Et donc voilà. Donc c'est ce qui fait que nous sommes encouragés en tout cas à continuer et nous allons continuer.
Oui, donc nous allons continuer et donc généraliser évidemment toute cette politique de couverture santé à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Il y a aussi cette politique qui me tient à cœur, qui a un peu battu de l'aile à cause évidemment des problèmes de sécurité que nous avons, parce que nous avons dû mobiliser beaucoup de ressources pour soutenir notre armée, nos soldats qui sont au front, qui se battent pour notre intégrité. C'est la fameuse politique de développement local. Vous avez sûrement dû en entendre parler, la politique de développement des 145 territoires. Ici, il est question évidemment de mettre fin à cet exode rural. Tous nos compatriotes qui ne trouvent plus d'intérêt, surtout les jeunes, à rester dans nos territoires, dans nos villages, parce que ils pensent qu'en ville, il y a une meilleure vie. L'idée ici, c'est de les dissuader de cela en les maintenant dans leur lieu naturel. Mais pour ça, il faut doter évidemment ces territoires de moyens qui puissent permettre à nos populations de rester là-bas et de travailler au développement de ces territoires. Voilà pourquoi nous avons initié cette politique qui consiste à construire des infrastructures, écoles, centres de santé, déjà pour commencer, bâtiments administratifs pour pouvoir mieux gérer les gens, mais également les doter en énergie, eau, électricité, pour que le développement soit au rendez-vous, parce que ce n'est que dans des endroits où il y a de l'énergie que des sociétés peuvent naître, des entreprises peuvent naître, soit par une initiative locale ou par un investissement venu d'ailleurs. Donc ça, c'est très important et c'est une politique à laquelle j'y tiens. Et je compte aussi sur vous, diaspora congolaise, lorsque nous aurons les infrastructures adéquates pour pouvoir ramener votre expertise, pas seulement dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Mbandaka, tout ça, mais non, mais d'aller au fin fond du pays, parce que nous allons le rendre fréquentable et agréable. Donc, je compte aussi sur vous là-dessus. Donc, voilà ce que je peux dire en substance, donc, dans mon message que j'avais réservé. Donc, maintenant, je vais peut-être vous passer la parole, je ne sais pas ce qui est prévu, mais je vais peut-être vous passer la parole pour que vous me parliez aussi, comme je le fais dans tous les pays où je vais, par rapport à toutes les communautés congolaises que je rencontre, je les écoute aussi, j'essaie d'écouter leurs problèmes vécus sur place. Alors peut-être pour terminer, je voudrais aussi rendre un hommage particulier au président Alexander Vučić, qui me reçoit ici, mon hôte, que je connais depuis 2019 et qui, depuis lors, a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Il me l'a encore redit ce matin. Il tient à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays. Et il est vraiment à nos côtés. Il va aussi, à sa manière, mener les démarches en tant que président de la Serbie pour que le Congo recouvre son intégrité et sa souveraineté. Je tenais vraiment à le remercier parce qu'il le fait par amitié. Il n'y a aucun intérêt quelconque qu'il a mis devant. Je peux vous le dire, aucun intérêt quelconque. Et même quand ses collaborateurs ont voulu faire avancer les échanges commerciaux et tout ça, il a pris soin de dire, d'abord, nous voulons le bien pour le Congo gratuitement. On n'attend rien en retour, rien en échange. C'est moi qui ai même dû insister pour dire, oui, mais d'accord, mais bon, il y a quand même une coopération qu'il faut développer. Et ça, j'ai trouvé ça d'une correction parfaite de sa part et je tiens vraiment à le remercier. Voilà pourquoi je vous demande à vous,
chers compatriotes, d'être nos ambassadeurs dans ce pays. Montrez-vous corrects avec les Serbes, corrects vis-à-vis des lois et des coutumes de ce pays. Ne vous mettez jamais en porte-à-faux par rapport à cela et donnez toujours une très belle image de la République démocratique du Congo, parce que eux ont manifesté vraiment l'intention d'intensifier ces échanges avec nous, et il faut qu'ils aient toujours à l'esprit que le Congo qui commence par vous, que l'image du Congo qui commence par vous qui vivez ici, cette image est la même lorsqu'ils vont venir en République démocratique du Congo pour y investir. Bien entendu, je vous écouterai ici, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous savez que nous avons aujourd'hui récupéré la très très belle initiative de la première dame, mon épouse, qui est Excellencia. Donc on n'a pas voulu la laisser s'essouffler parce que c'est une initiative privée, elle mobilisait les dons des privés, c'est pas toujours évident. Nous avons donc décidé d'accompagner cette initiative en la récupérant au nom de l'État pour essayer, si pas en tout cas, de maintenir le très bon niveau que cette initiative a, mais même d'aller au-delà et de commencer à financer nous-mêmes toutes ces bourses, etc. Donc, nous serons toujours à vos côtés, chers jeunes. Vous pouvez compter sur moi parce que l'éducation, la santé et le développement, vraiment, ça fait partie des objectifs que j'ai pour redorer le blason de mon pays. Je sais que beaucoup de nos compatriotes étudiants à l'étranger, étudiants boursiers ont de sérieux problèmes parce que bon, ce sont des bourses qui ne sont pas toujours suffisantes, mais c'est déjà quelque chose, et merci à ces pays amis de disposer de cela. Mais vous avez raison, l'État congolais doit venir à votre rescousse et vous apporter le petit plus qui manque pour vous permettre de vivre dans des conditions adéquates. Je vois la vice-ministre des Affaires étrangères qui est ici et j'en profite pour lui donner justement cette tâche de regarder cette situation dans tous les pays où nous avons des ambassadeurs, parce qu'il faudrait que maintenant nous passions par eux pour qu'ils nous recensent d'abord tous ces étudiants à qui nous allons demander de se faire connaître auprès de leurs ambassades et de voir comment est-ce que chaque mois comme ça l'État peut apporter une petite subvention à ces étudiants. Je crois que c'est pas beaucoup et ce sera sûrement dans nos capacités. Donc veuillez me donner une suite lorsque nous serons au pays de cette situation. Alors, je crois que vous êtes au courant des succès de nos léopards football. C'est peut-être l'endroit où il faut en parler parce que pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque, en 1974, c'est ce pays qui nous avait infligé 9 buts à 0 lors de la seule fois où nous avons participé à une Coupe du Monde. Les jeunes qui sont nés là ne savent même pas que le Congo a déjà participé à une Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous sommes à une encablure de revenir à la Coupe du Monde, grâce à l'excellent travail du ministre des Sports. Qui a bien su encadrer nos léopards. C'est vrai que nous avons raté de peu la qualification directe dans les 9 places qui étaient réservées à l'Afrique, mais il reste une possibilité. Et aujourd'hui, nous sommes très bien placés pour y arriver. Donc, accompagnez nos léopards par vos prières. Surtout.